Bonjour à tous et bienvenue dans Mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui, une vidéo concernant la relativité restreinte établie par Einstein au début du XXe siècle. Alors, pour commencer, on va se faire un petit point temporel sur toutes les notions qui ont été travaillées, étudiées, les découvertes scientifiques depuis la fin du Moyen Âge. Donc, en termes de physique, le premier jalon qu'on a posé, c'est au XVIe siècle avec Galilée. Galilée a repris des travaux plus anciens, évidemment, mais il est arrivé à établir certaines lois qui sont encore d'actualité, notamment que les lois de la physique sont les mêmes partout. C'est-à-dire que via ses expériences, ses différentes études, il s'est aperçu que qu'on soit immobile ou qu'on soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme, on aura les mêmes effets sur le mouvement ou la trajectoire d'un objet. C'est ce qui a permis de définir ce qu'on appelle les référentiels galiléens, c'est-à-dire les référentiels qui sont soit immobiles, au repos, soit animés d'un mouvement rectiligne uniforme. Il n'y a pas de changement de trajectoire, il n'y a pas d'accélération. Et dans ces deux domaines-là, un référentiel qui est fixe ou un référentiel qui avance de façon rectiligne uniforme, les phénomènes physiques seront identiques. Donc ça, c'est un premier constat qu'il faut bien garder en tête pour la suite. Un peu plus tard, au XVIIe siècle, on a Newton. Newton qui, lui, va rester sur les travaux de Galilée et va partir du principe que le temps est absolu. C'est-à-dire que pour étudier des phénomènes physiques, il faut fixer un temps, une horloge, qui est la même partout et qui permet d'étudier n'importe quel phénomène physique. Donc un temps absolu. Et on a également les lois de composition des vitesses. C'est-à-dire qu'un objet qui est en déplacement par rapport à un référentiel, si ce référentiel lui aussi se déplace, eh bien, la vitesse de l'objet va être une composition, une addition de sa vitesse par rapport au référentiel, plus la vitesse du référentiel par rapport à un autre référentiel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir additionner en quelque sorte les vitesses entre elles. Ça aussi, il va falloir le garder à l'esprit pour la suite. Et il va aussi considérer, Newton, que la lumière, c'est une définition corpusculaire, c'est-à-dire c'est des petits grains de matière, la lumière, avec une vitesse infinie. Instantanément, la lumière se propage d'un endroit à un autre. Voilà pour Newton. Ensuite, au XIXe siècle, va arriver Maxwell. Maxwell, c'est le père de l'électromagnétisme, c'est lui qui va commencer à travailler sur mêler électricité, magnétisme et aussi optique. Donc pour Maxwell, la lumière, ce n'est plus quelque chose de corpusculaire, c'est une onde électromagnétique, donc on est sur les découvertes de l'électromagnétisme, avec une certaine célérité, une certaine vitesse qui va être dépendante du milieu. Et justement, si c'est une onde à l'époque, une onde, on part du principe que ce sont des vibrations de molécules, de matière, etc. Donc il faut, obligatoirement, on a besoin d'un milieu de propagation. La lumière ne peut pas se propager dans rien du tout. Ça veut dire que, pour que la lumière, par exemple des étoiles, arrive jusqu'à nous, la lumière des étoiles ne peut pas traverser du vide, puisque pour eux, à cette époque, les ondes ont besoin de quelque chose pour se déplacer. Donc il doit y avoir quelque chose dans l'espace, en fait. Et c'est ce qui va être défini comme l'éther. On va trouver comme hypothèse que autour des planètes, autour des étoiles, etc., dans l'univers, il y a l'éther qui est une sorte de milieu de propagation pour la lumière. Et par rapport aux expériences, aux calculs et tout qui sont faits, l'éther doit être immobile. Donc en fait, l'éther, c'est comme une espèce de grande substance immobile dans l'univers, dans laquelle vont se déplacer les étoiles, les planètes, etc., ainsi que la lumière. Donc l'éther est immobile. Si l'éther est immobile, ça veut dire que ça va devenir un référentiel absolu. C'est-à-dire qu'on peut étudier n'importe quel phénomène en considérant que l'éther est absolu, est immobile, et donc c'est un référentiel privilégié, ce qui commence, si vous regardez bien, à poser problème par rapport au référentiel galiléen. Mais on va y revenir plus tard, c'est Einstein qui va poser la question un peu plus tard. Voilà pour Maxwell, ce qu'il faut garder en tête, c'est référentiel absolu qui va nous intéresser. Plus tard, on a la fameuse expérience de Michelson et Morley. Donc cette expérience part du principe simple que si l'éther est un référentiel absolu, on peut calculer n'importe quelle vitesse de n'importe quelque chose par rapport à l'éther. Et on va pouvoir comparer les vitesses entre elles, par exemple, de la vitesse de déplacement de la Terre par rapport au déplacement de Jupiter ou d'un satellite, etc. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eux, ils veulent calculer la vitesse de déplacement de la Terre, non pas par rapport au Soleil, puisque le Soleil finalement c'est plus lui qui est vraiment le référentiel absolu, c'est l'éther. Donc on va chercher à calculer, à mesurer la vitesse de la Terre dans l'éther.
Et c'est une expérience qui est ce qu'on appelle une expérience négative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout les résultats qu'ils attendaient. Et à chaque fois, ils l'ont refaite, ils l'ont refaite, ils l'ont refaite. Ça a été aussi repris plusieurs années plus tard par d'autres équipes. On a des résultats qui ne sont pas cohérents avec l'idée d'un Ether. Et donc, arrive la possibilité que finalement, l'Ether, si ça se trouve, c'est pas finalement une bonne idée. Et il va falloir trouver autre chose. Eux n'ont pas trouvé du tout de résultat. Mais justement, grâce à cette expérience, on commence à se dire, finalement, l'Ether, c'est peut-être pas si bien que ça. Et ensuite, on a le mathématicien Poincaré qui arrive aussi et qui va définir que la lumière a une vitesse qui est la même dans toutes les directions. Quelle que soit la direction où prend la lumière, la vitesse sera constante. Et donc, il n'y a pas d'observateur plus rapide que la lumière. Je ne sais pas si vous commencez à percevoir que pas d'observateur plus rapide, on s'approche un petit peu d'Einstein. Donc voilà pour les repères qu'on va utiliser et qui vont trotter dans la tête d'Einstein justement au moment où il va poser son postulat. Donc au début du XXe siècle, Einstein va reprendre un petit peu tous les travaux des siècles passés et va essayer de répondre à cette espèce d'incohérence qui existe entre toutes les théories qui sont développées ici. Il va partir de deux principes. Il va partir du principe que, ici, depuis Galilée, on sait que plusieurs référentiels peuvent être équivalents. Tous les référentiels galiléens se valent. Donc il n'y a pas un référentiel qui serait privilégié par rapport aux autres. Donc ça, c'est dans la théorie, on va dire, de la mécanique newtonienne, la mécanique de Galilée. Et le deuxième point qu'il va prendre, c'est justement tous les travaux de Maxwell, parce que c'est les travaux qui fonctionnent très bien dans l'électromagnétisme, que ici, l'Ether impose un référentiel absolu. Donc pour lui, pour Einstein, il y a une incohérence. Donc il va partir d'une idée là-dessus. L'idée, c'est il n'y a pas d'Ether, tout simplement. Il va essayer d'invalider la théorie de l'Ether. Mais si on part du principe qu'il n'y a pas d'éther, vont se soulever deux problèmes. Le premier problème, c'est comment une onde, la lumière, peut se déplacer dans le vide. Du coup, s'il n'y a pas d'éther, il faut que dans l'espace, la lumière puisse se transmettre. Donc, premier problème pour Einstein, comment va se déplacer la lumière dans le vide? Comment c'est possible? Et la deuxième chose, au XIXe siècle, il a été montré qu'un champ électrostatique, quand il est en mouvement, il va avoir tendance à se contracter. Donc vous imaginez, ça ressemble un petit peu, pour avoir un aspect visuel, à une balle qu'on enverrait tellement vite dans son déplacement qu'elle s'écraserait sur elle-même, qu'elle serait déformée. Et donc, voilà un autre problème qu'il va falloir résoudre, puisqu'on enlève la théorie de l'éther. Et donc, l'idée toute simple d'Einstein, c'est de trouver une nouvelle définition, une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Alors, pour préparer ces travaux, Einstein va faire un postulat de départ, c'est-à-dire un postulat en sciences, en maths, c'est une idée de départ qui est en fait un point de départ. On considère que c'est vrai pour pouvoir faire la démonstration. Et à partir du moment où on ne trouve pas d'erreur dans notre démonstration, c'est qu'on a plus ou moins validé notre postulat jusqu'à preuve du contraire. Donc le postulat, c'est vraiment une idée de départ pour un travail de recherche. Et donc le postulat de départ d'Einstein, c'est de dire que la célérité de la lumière est la même dans tous les référentiels galiléens. Donc quel que soit le référentiel galiléen dans lequel on va être en train d'étudier la vitesse de la lumière, on aura une célérité identique. Alors attention, célérité identique dans un milieu donné. C'est-à-dire que là, par exemple, on n'utilise que le vide. Tout le temps, pour tous nos travaux, on utilisera le vide, ou alors que l'air, ou alors que l'eau. Enfin, on ne commence pas à changer de milieu de propagation de la lumière. Il faut qu'à chaque fois, ce soit le même. Mais si je fais des expériences dans l'air, par exemple, quel que soit le référentiel galiléen que je choisis, je trouverai la même vitesse de la lumière, la même célérité. Et ça pose un problème. Parce que tout à l'heure, on a dit que Newton avait dit qu'il y avait composition de la lumière. Alors, si on réfléchit un petit peu, un exemple assez parlant, c'est je suis dans une voiture, j'allume les phares. Si ma voiture est arrêtée, la lumière part à la vitesse de la lumière dans l'air, d'accord? Mais si ma voiture est déjà en train de rouler, quand j'allume les phares, ça voudrait dire que la lumière va aller encore plus vite parce qu'il va y avoir la vitesse de ma voiture plus la vitesse de la lumière derrière. Et là, il y a un problème parce que Einstein dit la vitesse c'est la même dans tous les référentiels galiléens, que ce soit la voiture immobile, puisque c'est un référentiel galiléen, ou la voiture qui est en train d'avancer à vitesse constante en ligne droite. Donc j'ai deux éléments à comparer, deux référentiels galiléens. Dans l'un, Newton nous dirait la vitesse de la lumière c'est c, et dans l'autre c'est c plus la vitesse de la voiture. Et ça c'est pas possible pour Einstein. Donc il va devoir trouver une façon de
résoudre ce problème. Et donc ce problème, Einstein va travailler sur le temps. Einstein va développer l'idée que selon le référentiel où on est, on n'aura pas les mêmes horloges. Vous vous rappelez, on avait dit tout à l'heure que Newton avait défini le temps absolu. Pour Newton, le temps était absolu, quel que soit le référentiel d'étude, quelle que soit la situation, le temps s'écoule de façon linéaire et on peut fixer un temps zéro, etc. avec une unité de mesure. Et bien là, pour Einstein, il va y avoir des horloges différentes. Donc il va falloir maintenant définir pour chaque situation, pour chaque phénomène qu'on est en train d'étudier, une horloge qui lui est associée. On avait un repère d'espace, par exemple en 3 dimensions, et bien on va rajouter un repère de temps. Et ce repère de temps, il va dépendre du référentiel d'étude. Donc l'étude d'un mouvement dans un référentiel en mouvement va avoir une horloge différente par rapport à un référentiel immobile. Donc si je prends par exemple mon véhicule tout à l'heure, qui avance par là, et le même véhicule qui lui est immobile, à l'arrêt, il va y avoir 2 horloges différentes. Donc il va y avoir ici une horloge qui va se déplacer à une certaine vitesse dans mon véhicule pendant son mouvement, et l'horloge qui est dans ce référentiel-là, qui lui est immobile, va rester statique et ne va pas correspondre à la même horloge ici. Ici, on va parler de ce qu'on appelle le temps propre, c'est-à-dire le temps qui est mesuré dans une horloge qui se déplace en même temps que l'objet d'étude. Donc ça peut être le cycliste qui avance, qui a sa montre sur lui. Ça peut être la personne qui est dans le train, qui a une montre qui est à l'intérieur du train pendant qu'il se déplace, etc. Ça peut être les astronautes qui ont leur montre à l'intérieur des fusées dans lesquelles ils se déplacent, etc. Et ici, on va avoir un temps mesuré, un temps extérieur, un temps impropre, c'est-à-dire un temps qui est figé par rapport à ce qui se passe autour de lui. Et tout simplement, Einstein va définir que ces 2 horloges ne vont pas être identiques, ne vont pas avancer, par exemple, à la même vitesse, au même rythme, on va dire plutôt, parce que la vitesse du temps, ça ne veut rien dire. Du coup, le temps ne va pas s'écouler de la même façon dans les deux. Et c'est pour ça qu'on va quand même pouvoir avoir des vitesses de la lumière, par exemple, qui seront identiques, malgré le fait que ce véhicule est en mouvement, puisqu'en fait, oui, il va s'écouler plus de distance qui va être parcourue par la lumière, mais comme le temps ici ne sera pas le même, ce sera un temps propre, on va pouvoir retrouver le fait que la lumière aura toujours la même célérité, quel que soit le référentiel galiléen. Donc voilà, l'idée c'est les horloges, le temps propre et le temps impropre pour Einstein. Alors justement, la notion d'espace-temps qu'a développé Einstein tient particulièrement sur ce principe des horloges. En fait, ce qui va être défini maintenant comme nouvel objet d'étude, c'est ce qu'on appelle un événement. Un événement, c'est justement l'association d'une position d'un objet par rapport à un référentiel et du temps qui est aussi associé à ce référentiel. Donc vous allez prendre le couple position plus horloge par rapport à un référentiel et vous obtiendrez un événement. Et l'étude de ces différents événements, les uns par rapport aux autres, c'est ça qui va faire l'étude de la relativité. La relativité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les événements vont être relatifs au référentiel choisi. Il n'y a pas d'événement absolu. Absolu, c'est le contraire de relatif. Un événement absolu serait un événement qui serait dans un cadre figé, le même pour tout le monde. Et justement, étant donné que maintenant on a une horloge qui est propre à l'objet étudié dans un certain référentiel, et une horloge impropre qui est extérieure à ce référentiel premier, c'est ça qui va permettre de définir un événement, un couple entre une position dans l'espace et une horloge précise qui dépend de chaque référentiel. Alors maintenant qu'on a la notion d'événement et d'horloge dans la théorie d'espace-temps de Einstein, on va parler de ce qu'est un référentiel propre et une durée propre par rapport à un événement. Alors, vous vous rappelez qu'un événement, c'est à la fois une localisation dans un repère spatial et dans un repère temporel, avec une horloge particulière, un temps particulier. Alors, ici on a dessiné relativement schématiquement une situation courante, une vache immobile dans un pré qui regarde passer un train sur des lignes droites, des rails droits avec une vitesse constante. Donc ici on a un référentiel galiléen immobile et un référentiel galiléen en mouvement rectiligne uniforme, donc ce sont bien 2 référentiels galiléens, donc on reste dans le cadre du postulat d'Einstein.
ce qui va se passer, il y a un de ces deux référentiels qui va être le référentiel propre. Nous, on va s'occuper du mouvement du train. Donc on va s'occuper du mouvement du train, c'est ce mouvement-là qu'on va étudier, notamment un petit bonhomme là qui est assis sur son siège dans le train. On a deux référentiels. On a ici un référentiel qui est extérieur au train, qui n'est pas inclus dans le train et dans son mouvement, et on va prendre comme référentiel le train en lui-même. On est bien d'accord que ce référentiel ici, la vache, comme elle est immobile, c'est un référentiel qui ne va pas se déplacer au fur et à mesure du mouvement, et donc pour les différents événements les uns après les autres. Par contre, le train, comme il se déplace, il va emmener en fait son référentiel avec lui au fur et à mesure. Si je prends comme référentiel, je ne sais pas moi, la séparation entre les deux voitures, là la voiture 2 et la voiture 3, je me mets entre les deux voitures et je trace un repère en 3 dimensions fixé à la cabine du train. Au fur et à mesure que le train va avancer, mon référentiel va avancer avec, et donc la position du petit bonhomme dans le train ne va pas changer. Donc au fur et à mesure du mouvement du train, le référentiel va considérer ce petit bonhomme comme immobile par rapport à lui. C'est-à-dire que, quel que soit le temps que je vais prendre, donc je vais faire une série d'événements les uns après les autres, ce référentiel va situer le bonhomme toujours au même endroit, spatialement. Pas temporellement, bien sûr, parce que le temps va s'écouler, mais spatialement, on aura l'impression d'être toujours au même endroit. Donc le référentiel train, c'est celui-là qu'on va appeler le référentiel propre. Donc ici, on aura le référentiel qui va être propre à l'objet dont on étudie le mouvement, puisqu'il va être avec lui. Et par contre, ici, on va avoir un référentiel extérieur, un référentiel impropre. Impropre, ça veut dire qu'il n'est pas directement lié à l'objet qu'on est en train d'étudier. Donc voilà ce que c'est un référentiel propre, c'est celui qui accompagne le mouvement avec lui. Et dans un référentiel propre, la position spatiale d'un objet qui est étudié est toujours la même. Maintenant qu'on a dit ce que c'est qu'un référentiel propre, qu'est-ce que c'est qu'une durée propre? Une durée, on est bien d'accord que c'est un écoulement de temps entre deux instants donnés. Étant donné qu'on a dit qu'il y avait deux horloges différentes maintenant, une horloge propre et une horloge impropre, et bien on va pouvoir calculer des durées propres au déplacement de l'objet qu'on est en train d'étudier et des durées impropres. Donc ici on va imaginer que la vache sait lire l'heure, donc elle a une superbe montre, ici, qui va pouvoir mesurer les durées. Donc le temps, par exemple temps 0, on va laisser le temps s'écouler entre deux événements, entre le passage du train vers un poteau et vers un deuxième poteau par exemple, et on va ici mesurer une durée classique, ce qu'on a l'habitude de faire en mécanique. Seulement cette durée ne va pas être la même, et ça c'est tout ce que nous dit Einstein, par rapport à ce petit monsieur qui est assis, qui lui aussi a une montre, la même montre que la vache, donc même qualité, bien réglée, etc. Il n'y a pas de défaut de montre. Pareil, donc on imagine deux événements particuliers, deux poteaux qui vont être traversés par le train, enfin croisés par le train. Si on déclenche les deux montres chronomètres au premier poteau, lorsqu'on va arriver au deuxième poteau, qu'on va arrêter les deux montres, cette montre-là aura mesuré ce qu'on appelle une durée impropre, puisque c'est une durée observée à l'extérieur du mouvement, et la montre du petit monsieur aura, elle, mesuré une durée propre à l'objet qu'on est en train d'étudier. Et maintenant qu'on a dit ça, on va devoir se demander, est-ce que ce sera les mêmes durées? Parce que si c'est les mêmes durées, aucun intérêt de faire tout ce bazar-là. Et justement, dans la théorie de l'espace-temps, on s'aperçoit que la durée propre à un événement est toujours inférieure à la durée impropre qui a été mesurée par un observateur extérieur. Donc on va avoir deux durées différentes, et c'est ça qu'on appelle la dilatation des durées. C'est-à-dire que la durée qui est mesurée dans le référentiel propre sera toujours inférieure à celle mesurée par un observateur extérieur. Alors maintenant qu'on a évoqué la dilatation des durées, donc la différence entre la durée propre au sein d'un référentiel qui suit notre objet, et la durée impropre qui est celle mesurée par un observateur extérieur dans un référentiel impropre, il serait bon de connaître une formule liant ces deux durées différentes. Donc il y a toute une démonstration qui pourrait faire l'objet d'une mini vidéo spécifique pour la démonstration entière, ce ne sera pas l'objet ici. Ce qu'on va retenir simplement, c'est que la durée, donc vous vous rappelez qu'une durée c'est une variation de temps qui est mesurée. Donc justement, je vais mettre la durée qui est mesurée, donc c'est la durée mesurée ici en rouge, d'accord?
Donc ça, c'est celle qui va être mesurée par la montre extérieure, donc la durée impropre, durée mesurée, est égale à la durée, donc la variation de temps propre. Donc la variation de temps propre, c'est celle qui va être mesurée grâce à l'horloge du référentiel propre. Donc tout ce qui est à l'intérieur est inclus au mouvement de l'objet qu'on est en train de voir. Et donc tout ceci corrigé par une racine, ici, une espèce de facteur de correction, 1 moins v carré sur c carré en racine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? V carré, V c'est la vitesse justement de mon référentiel par rapport à celui qui est le référentiel impropre. Donc ici on a notre vache qui était immobile, donc qui nous jouait le jeu d'un référentiel impropre, immobile, donc toujours un référentiel galiléen. Et ici un autre référentiel galiléen qui est en mouvement rectiligne uniforme. Mais ce référentiel, je peux trouver sa vitesse par rapport à ma vache. Ça c'est très facile à faire, c'est de la mécanique classique. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici comme vitesse. C'est la vitesse du référentiel propre par rapport au référentiel impropre. En dessous, c'est la célérité de la lumière, alors soit dans le vide, soit dans l'air, ça dépend de notre propos. Et donc vous voyez qu'on va avoir une différence, les deux ne seront pas égales. La seule façon d'avoir quelque chose d'égal, c'est ici d'avoir une vitesse nulle. Si j'ai ce train-là qui est immobile, arrêté en gare par exemple, ou il y a un incident technique qui s'est arrêté sur les voies, la vache le regarde, j'ai une vitesse qui est nulle, donc ici une fraction nulle, 1 moins 0 fera 1, racine de 1, 1, et donc j'aurai bien une durée mesurée par ma vache, qui sera égale à la durée propre, qui sera mesurée par notre petit bonhomme. Là c'est logique, puisque je n'ai pas de déplacement de mon référentiel, ici mon référentiel propre, je n'ai plus cette notion de dilatation des durées. Donc on voit bien que la dilatation des durées est valable à partir du moment où j'ai un référentiel qui est en déplacement rectiligne uniforme, par rapport à un autre référentiel. Imaginons maintenant qu'on se rapproche énormément de la vitesse de la lumière. Parce que nous, on a l'habitude de traiter des phénomènes de mécanique, on va dire au maximum, sur des vitesses d'avion, la vitesse du son, etc. Mais imaginons qu'on aille vers vraiment quelque chose de très grand, une vitesse proche de c. Cette fraction-là va se rapprocher de plus en plus de 1. Et donc ici, on va avoir 1 moins 1. Alors, en limite, on est en mathématiques, on n'arrivera jamais à 1 sur 1, 1 moins 1. Donc on va se rapprocher ici de quelque chose qui vaudra 0. Donc on va avoir une fraction sur 0, donc quelque chose qui n'est pas possible, donc c'est pour ça qu'on est en limite mathématique. Et donc on voit bien qu'on va avoir quelque chose ici, qu'une dilatation des durées, où la durée mesurée sera infiniment plus grande que la durée propre. Donc on va avoir quelque chose où la dilatation de la durée va être le maximum. Ce sera quand la célérité de la lumière sera atteinte par notre déplacement. Quelque chose qui est, on va dire, dans l'esprit enfin, c'est une pensée, c'est une façon de penser, puisque de toute façon, une vue de l'esprit, c'est pas des vitesses qu'on est capable d'atteindre. Mais voilà la formule de la dilatation des durées. Et à partir de cette formule, on va pouvoir définir le facteur de Lorentz. Alors le facteur de Lorentz, qu'on va pouvoir définir grâce à cette égalité, va se présenter de la façon suivante. Donc on a notre facteur de Lorentz gamma, qui va valoir 1 sur 1 moins v carré sur c carré en racine. Alors comment on a obtenu ce facteur de Lorentz? Tout simplement, on a divisé les deux côtés de notre égalité par delta Tp. Donc ici, delta Tp sur delta Tp, on aura obtenu 1, et delta Tm sur delta Tp, c'est ça qu'on appelle le facteur de Lorentz. Donc on peut ici le réécrire, on obtient delta Tm, la durée impropre, la durée mesurée par l'extérieur, sur la durée propre. Donc on voit que en fait ce facteur de Lorentz c'est un ratio, on pourrait l'exprimer en pourcentage par exemple, de la vitesse mesurée par rapport à la vitesse propre. Et on va avoir un facteur qui sera donc toujours positif, toujours supérieur à 1. Et ici on va se rendre compte que plus v carré augmente, donc plus la vitesse de notre référentiel propre augmente par rapport au référentiel immobile, plus on va avoir un facteur grand. C'est-à-dire que la durée mesurée va vraiment être très largement supérieure à la durée propre. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est dans la vie de tous les jours, dans la mécanique classique par exemple de Newton, est-ce que ce facteur de Lorentz, qui n'avait jamais été pris en compte puisqu'il n'était pas connu à l'époque, change quelque chose? Donc moi j'ai fait un petit calcul par rapport à ce facteur de Lorentz pour avoir 1%
de variation entre la durée propre et la durée mesurée, il faudrait aller à 42 millions de mètres par seconde. 42 millions et quelques de mètres par seconde comme vitesse, vous avez 1% seulement d'écart entre le temps propre et le temps mesuré. Donc vous voyez bien que toute cette réflexion sur les horloges propres et impropres et la dilatation des durées, ce sont des réflexions qui ne sont valables que lorsqu'on s'approche vraiment beaucoup de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. Si on prend maintenant 3/4 de la vitesse de la lumière, imaginons un vaisseau qui est capable de voyager à 3/4 de la vitesse de la lumière, quelque chose qui est complètement incohérent aujourd'hui, mais imaginons. Même en allant à 3/4 de la vitesse de la lumière, donc si V ici vaut 3/4 de C, on a une variation de la durée entre la durée propre et la durée impropre de 15,5% seulement. Donc vous voyez que vraiment ce facteur de Lorentz, c'est quelque chose qui n'est vraiment utilisable que lorsqu'on est très proche de la vitesse de la lumière, et pas du tout dans la considération classique de la physique de Newton ou de Galilée. C'est pour ça qu'Einstein a réussi à concilier la mécanique classique et l'électromagnétisme, puisque son fonctionnement de la théorie de l'espace-temps est très valable dans la mécanique classique, parce que vraiment on a des variations des facteurs de Lorentz qui sont complètement négligeables, et lorsqu'on arrive sur des ondes électromagnétiques, donc proches des vitesses de la lumière, on obtient quelque chose qui se tient. Donc c'est une théorie qui est complètement conciliante des deux grandes théories de l'histoire des sciences en physique, la mécanique classique newtonienne et l'électromagnétisme.